ou bonsoir, bienvenue dans la 12e émission de la saison 2 des Visages de la recherche, des hommes et des femmes passionnés, créatifs, mais méthodiques, qui cherchent à comprendre ce qui nous échappe encore et dans tous les domaines. Denis Lafontaine, bonjour. Bonjour, bonjour. Ou bonsoir, vous êtes directeur de recherche FNRS en biologie moléculaire de l'ARN à l'ULB. Et enfant, je pense que vous étiez déjà branché sur l'infiniment petit. Tout à fait. Donc c'est vrai que j'étais passionné dès le plus jeune âge. Oui. Je crois que j'ai reçu mon premier microscope vers l'âge de 10 ans. Donc c'était bien sûr un jouet, mais quand même déjà performant. Et donc je pense que j'ai toujours été attiré par la nature et par les choses du vivant. Quel est le premier souvenir que vous avez vu au microscope? Alors je crois que c'était le bulbe d'un cheveu, en fait, tout simplement. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Alors, bon, vous avez fait plein d'études, évidemment. Vous avez fait une sorte de boucle européenne dans les universités, d'Édimbourg en Allemagne, et puis finalement à l'ULB. Donc j'ai commencé à Namur, où j'ai fait mes études en biologie et puis en biologie moléculaire. C'est là que j'ai entamé ma thèse de doctorat, avec une bourse du FRIA, qui s'appelait l'IRSIA à l'époque. Et puis j'ai terminé ma thèse de doctorat à l'EMBL, donc à Heidelberg, donc c'est le laboratoire de biologie moléculaire européen. C'est là que j'ai vraiment découvert le ribosome de façon très approfondie. Et l'équipe s'est relocalisée en Écosse à Édimbourg, et j'ai suivi l'équipe. Oui, et je suis resté en Grande-Bretagne pendant une dizaine d'années, avant de revenir en 2001. En Belgique avec un mandat de chercheur qualifié au FNRS. Alors bon, l'ADN de votre recherche, sans jeu de mots, c'est l'ARN et le ribosome. Oui, tout à fait. D'abord, un mot, le ribosome, alors je ne sais pas si ceux et celles qui nous écoutent le savent, mais il y en a partout dans tout ce qui est vivant, que ce soit une plante, un animal, de l'eau ou nous. C'est ce qui vous a fasciné au départ. Alors le ribosome, donc, effectivement, est présent dans toutes les cellules vivantes. Et on peut le définir comme une petite machine, donc une nanomachine, faite de différentes pièces. Il y a 84 pièces chez nous dans les cellules humaines. Et cette machine va être responsable de la fabrication de toutes nos protéines. Donc c'est vraiment une machine très importante pour la cellule, puisqu'elle fabrique toutes nos protéines. Et bon, on sait tous que les protéines sont importantes. Vous avez une comparaison d'ailleurs pour le ribosome. Souvent, je compare le ribosome à une voiture, dans le sens que dans une voiture, il y a pas mal de pièces qu'il faut assembler de façon très précise. Et effectivement, si on regarde des cellules très simples comme les bactéries, ou des cellules plus complexes comme les levures ou éventuellement même les cellules humaines, eh bien on va retrouver des ribosomes, mais ces ribosomes vont devenir de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiqués. Leur taille va augmenter. Mais c'est un peu comme pour une voiture. Donc il y a des petites voitures dans les bactéries, des plus grosses voitures dans les levures et des voitures encore plus grosses dans les cellules humaines. Mais le principe reste le même. C'est-à-dire qu'on a un châssis, un volant et 4 roues. Donc si on regarde un ribosome de bactérie ou un ribosome humain, mais en fait on a exactement le même, alors on dit en anglais blueprint, donc c'est vraiment le même schéma de fonctionnement du ribosome. Mais il faut aussi des ouvriers, c'est-à-dire des facteurs d'assemblage. Et ça se fait dans une usine, le nucléole. Voilà. Donc, dans le laboratoire, on étudie principalement le ribosome et comment ce ribosome est fabriqué. Donc, comment ces 84 pièces sont assemblées de façon très précise. Et on étudie l'endroit, l'usine dans laquelle ce ribosome est fabriqué. Et cette usine, c'est le nucléole. C'est un peu le centre névralgique de la cellule. C'est là que les ribosomes vont être fabriqués. Et à nouveau, la comparaison avec les voitures fonctionne assez bien. Parce qu'il y a comme une espèce de chaîne d'assemblage dans le nucléole, chaîne d'assemblage dans laquelle les pièces vont être associées de façon séquentielle, une à une, un peu comme quand on fabrique une voiture, on doit rajouter les roues, les vitres, etc. Et donc pour le ribosome, c'est exactement la même chose. Alors, ce que vous étudiez aussi, et ça, on arrive maintenant à du concret, c'est que parfois, il y a trop de ribosomes, parfois, il n'y a pas assez de ribosomes, et ça, ça peut provoquer évidemment des cancers, des atteintes des tissus du cerveau, du sang, etc. Expliquez-nous, où là, c'est une recherche qui nous concerne tous. Tout à fait. Donc, en fait, on s'intéresse aux mécanismes fondamentaux de la fabrication du ribosome, et on s'intéresse à l'usine, donc le nucléole, responsable de cette fabrication. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe quand le ribosome n'est pas bien fabriqué. Et donc là, il y a deux grands scénarios. Soit on en fait beaucoup de trop. À ce moment-là, ça va favoriser le processus de tumorigénèse qui va en fait entraîner la formation de cancers.
Ça, c'est une possibilité. Et de l'autre côté du spectre, quand on ne fait pas assez de ribosomes, on va en fait attraper des maladies qu'on appelle des ribosomopathies. Donc, c'est un terme assez récent qui a été défini il y a 4-5 ans. Oula, oui, c'est très récent. Et donc, ces ribosomopathies sont des maladies causées par des problèmes de fabrication du ribosome. Là, on n'en a pas assez. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est que ces maladies touchent certains tissus très particuliers dans notre corps. Et en particulier, comme vous l'avez dit, le sang, donc le processus d'hématopoïèse, le cerveau, donc le développement embryonique du cerveau, et également le squelette. Et ça, c'est vraiment très étonnant parce qu'il y a des ribosomes dans toutes nos cellules, mais quand on n'en fait pas assez, c'est seulement certains tissus qui sont affectés. Et est-ce que vous avez déjà compris, ou est-ce que vous allez comprendre bientôt, pourquoi c'est mal fabriqué? Pourquoi les ouvriers fabriquent mal? Alors, donc, dans l'usine, il y a énormément d'ouvriers, effectivement, qui rajoutent les pièces au bon endroit au bon moment. Et quand ces ouvriers ne fonctionnent pas bien, par exemple, s'ils ont un bras cassé, ils ne vont pas arriver à mettre convenablement la pièce au bon moment, au bon endroit sur le ribosome. À ce moment-là, le ribosome va être défectueux et on va attraper une ribosomopathie. Et ça, c'est précisément ce qu'on étudie dans mon laboratoire. On a caractérisé dans le passé des dizaines, voire des centaines de facteurs d'assemblage, donc les fameux ouvriers. Et maintenant, on caractérise les variants, donc les mutants dans ces facteurs d'assemblage. Et très fréquemment, on est contacté par des médecins qui nous contactent avec un patient qui est dans leur cabinet pour lequel ils ont séquencé le génome et ils ont trouvé une mutation dans un facteur d'assemblage. Ils nous appellent et ils nous demandent, voilà, on a un patient ici qui a un facteur d'assemblage défectueux. Est-ce que vous pouvez nous aider à caractériser la biogénèse du ribosome dans ce patient et essayer de comprendre la maladie dont le patient souffre? Belle collaboration entre le fondamental et le clinique. Tout à fait. Alors, au fond, le but, c'est d'arriver à des médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui pourraient remédier au mauvais assemblage. Et parfois, vous arrivez à utiliser des médicaments existants, mais pour une autre maladie. Tout à fait. Alors là, il y a deux choses. D'abord, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un exemple d'une maladie du sang qui s'appelle la Diamond-Blackfan anemia. Donc, c'est une anémie. Donc, c'est une maladie dans laquelle les patients ne peuvent pas fabriquer de globules rouges. Et cette maladie est causée par une mutation dans un composant du ribosome. Ce composant, on l'a bien identifié et avec une équipe madrilène en Espagne, on a en fait déjà produit un médicament sous la forme d'un virus, un lentivirus, qui va permettre la réexpression du gène endommagé dans les cellules de patients. Et dans ce cas-là, on a obtenu la Orphan Drug Designation, donc c'est en fait un label européen équivalent au FDA américain qui nous permet d'utiliser ce médicament dans les patients pour corriger la mutation. Et là, vous allez plus vite, parce qu'il a déjà été testé. Voilà, alors, dans ce cas, on va commencer les essais cliniques prochainement. Oui, c'est ça. Alors, ce à quoi vous faisiez allusion, donc la réutilisation de médicaments déjà enregistrés, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour nous. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des criblages à haut débit. Donc, on teste des milliers de molécules différentes et on essaie d'identifier des molécules qui corrigent des défauts de biogénèse du ribosome. Et on a trouvé des candidats. Et par chance, certaines des molécules, en fait, étaient déjà enregistrées pour d'autres indications. Donc, elles ont déjà le label FDA. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà utiliser ces médicaments pour d'autres indications, d'autres pathologies. Et donc là, on va gagner une dizaine d'années de recherche pour vraiment utiliser directement ces médicaments, mais maintenant dans le cadre des ribosomopathies. Donc, une recherche appliquée, mais qui a des conséquences immédiates sur le clinique, sur les patients, etc. Tout à fait. Alors, vous parcourez aussi le monde, hein, vous avez des collaborateurs dans le monde entier. Alors, vous m'avez dit des collaborateurs chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un climat géopolitique qui n'est pas évident, vous vous méfiez, vous vous regardez en chien de faïence, ou au contraire, cette recherche se fait vraiment au-delà des clichés politiques? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a la chance, l'énorme chance d'avoir des collaborateurs brillants à travers le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, bien sûr, en Australie et aussi en Chine. Alors, les collaborateurs en Chine, ça, c'est plus récent, ça date d'à peu près 2 ans. Et c'est tout près de Beijing, à Tianjin, qui est une petite ville chinoise de 16 millions d'habitants. Donc, évidemment, à l'échelle chinoise, c'est une petite ville. Effectivement, la première fois qu'on s'est rendu là-bas, on ne savait pas très bien à quoi s'attendre. Donc, on avait sans doute un peu d'a priori. Mais finalement, on s'est rendu compte, en discutant avec les médecins sur place et les patients,
on fait tous le même travail. Donc on essaie tous de faire le mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a pour aider les patients. Et donc je pense que très rapidement, tous ces a priori disparaissent et qu'on collabore de façon très heureuse avec tous les chercheurs dans le monde sans aucune distinction, quelle que soit leur nationalité ou leur idéologie. Est-ce qu'il y a un lieu particulier qui vous inspire pour trouver vos idées ou pas ? Alors, je suis très fan du Japon, donc j'ai une fascination pour le Japon, où je me rends régulièrement, j'essaie de m'y rendre chaque année. D'ailleurs, j'apprends le japonais tous les jours, je commence ma journée par ça tous les matins. Et donc, la première fois que je me suis rendu au Japon, c'était très rafraîchissant pour moi, parce qu'on se retrouve dans un environnement dans lequel on ne comprend rien. Et ça vous a donné des idées de recherche? On ne sait rien lire, on ne comprend rien, on entend des choses qu'on ne comprend pas. Donc forcément, c'est très rafraîchissant et ça nous permet de nous recentrer et de penser à des choses peut-être plus fondamentales. Et donc certainement pour un chercheur, c'est le genre d'environnement qui est très intéressant. Est-ce que comme beaucoup de chercheurs, vous courez après des fonds, de l'argent? Alors ça, bien sûr, c'est toujours le nerf de la guerre. Certainement que je ne vais pas être très original à ce sujet, mais effectivement, on est toujours à la recherche de financement. On est bien sûr soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique. On dispose aussi de financement européen, heureusement. Donc, mais c'est toujours un peu le point délicat, c'est de poursuivre notre travail. Et ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a jamais rien d'acquis, en fait. Le travail est toujours à remettre tous les jours en question et en termes de financement, on est toujours limité par rapport à ce qu'on voudrait faire. Merci en tout cas. Comment on dit merci en japonais? Arigato gozaimasu. Eh bien, arigato gozaimasu d'avoir été mon invité. Avec plaisir. On se retrouve après la pause avec Françoise Smets, qui est la présidente du FNRS et aussi la rectrice du CELouvain. À tout de suite.